Bonjour, bienvenue sur LC41, c'est Axel. Le poids des mots, le choc des photos, et surtout celui d'un Cessna contre une voiture. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'atterrissage, de ses performances et des marges de sécurité. Je vais commencer par parler de tableaux de performance à l'atterrissage et de leurs limitations. Ensuite, je vais expliquer d'où proviennent les 50 pieds de franchissement du seuil. Puis, on va poser la question de la bonne hauteur de franchissement du seuil. Et au cas où vous auriez besoin de calculer la distance d'atterrissage au-dessus d'une hauteur de franchissement du seuil inférieure à 50 pieds, je vais vous proposer une méthode pour le faire. Et pour finir, je vais aborder les facteurs qui permettent à un pilote de capacité moyenne, comme moi-même, d'atteindre les performances d'atterrissage données par le manuel de vol. Les tableaux de performance à l'atterrissage fournissent généralement deux valeurs en fonction de l'altitude-pression et de la température. Premièrement, la distance totale d'atterrissage, comprenant un passage seuil de 50 pieds de hauteur, l'arrondi et la distance de roulage au sol jusqu'à l'arrêt complet. Ensuite, la distance de roulage au sol avec freinage maximal. Les formats des tableaux de performance sont multiples. Certains sont très détaillés et permettent d'obtenir une distance d'atterrissage en fonction du poids, du vent, de la hauteur de franchissement du seuil. Dans de rares cas, une vitesse d'approche est prescrite en fonction de la masse. Le plus souvent, les tableaux de performance se contentent de donner des valeurs pour la masse max sans tenir compte du vent, avec un passage du seuil à 50 pieds et indiquent éventuellement des facteurs de correction en fonction du vent ou de la surface de la piste, à l'instar des Cessna 172N et du Cirrus SR22 G2. Dans tous les cas, les tableaux ne sont valables que si le pilote applique la technique d'atterrissage prescrite dans le tableau ou au chapitre 4 du manuel de vol. Cela peut impliquer une certaine configuration de volet, le franchissement du seuil à une certaine vitesse, couper la puissance au seuil ou continuer sur un plan de 3 degrés, appliquer le freinage maximal pendant le roulage au sol, etc. En appliquant la technique prévue et avec un certain entraînement, on doit pouvoir atteindre les performances décrites par le manuel de vol. Prenons comme exemple le Cessna 172N. Ce vénérable Cessna a des volets de 40 degrés. Le manuel de vol prévoit un seul tableau de performance à l'atterrissage intitulé Atterrissage court, qui prévoit que l'on se présente à 50 pieds de hauteur au-dessus du seuil, à 60 nœuds indiqués, et que l'on réduise progressivement la puissance tout en réduisant l'incidence pour maintenir la vitesse, donc en plongeant vers la piste. Après s'être posé, on freine le plus fortement possible tout en tirant sur le manche et éventuellement en rentrant les volets. Dans ce cas, on peut se poser en à peu près 400 mètres au niveau de la mer par température standard, chiffre auquel on ajoutera un facteur de sécurité. Sur le Columbia 400, la technique prévoit le maintien d'une pente de 3 degrés jusqu'à l'arrondi. Si l'on n'applique pas la technique prévue, et en particulier la vitesse d'approche, qui joue un rôle important dans la distance d'atterrissage, on ne sait pas quelle sera la distance d'atterrissage. Si l'on se pose avec volet partiel ou sans volet, en cas de panne électrique par exemple, on ne sait pas non plus à quelle distance d'atterrissage s'attendre, autre qu'elle sera certainement plus longue qu'indiquée, car dans les exemples que j'ai pris, le seul tableau donné prévoit un atterrissage avec plein volet. Les distances d'atterrissage du manuel de vol ne sont données qu'à titre indicatif. Rien ne garantit qu'on arrive à les reproduire, ne serait-ce qu'en fonction des conditions, et c'est pourquoi
il est souvent demandé de les majorer. C'est simple. Cela provient des normes de certification des avions légers CS23 en Europe ou FAR 23 aux États-Unis. Cette norme prévoit que le constructeur doit fournir la distance d'atterrissage entre un point situé à 50 pieds au-dessus du seuil jusqu'à l'arrêt complet. Le profil d'atterrissage doit suivre un plan de 3 degrés maximum jusqu'à un point situé à 50 pieds au-dessus du seuil. Une configuration constante doit être maintenue pendant la manœuvre et on ne doit pas appliquer de freinage excessif. La norme de certification de votre avion peut être un peu différente de CS23 en fonction du pays de certification et de l'année de certification. Les 50 pieds au-dessus du seuil est la valeur choisie pour les besoins de la certification qui correspond à une piste type. Si on prend les normes de marquage de piste, en particulier le marquage du point cible dont le début est l'origine du plan, on voit que la hauteur théorique de franchissement du seuil dépend de la longueur de la piste. La distance entre le seuil et le point cible est normée par la DGAC qui se conforme à l'annexe 14 de l'OACI, permettant une homogénéisation du marquage des pistes à travers le monde. D'après cette norme DGAC, pour une piste de 2400 mètres ou plus, le point cible se situe à 400 mètres du seuil. En appliquant un plan de 3 degrés, prenant son origine au point cible, cela donne un franchissement du seuil à 68 pieds de hauteur. Pour une piste de longueur entre 1200 mètres et 2400 mètres, le point cible se situe à 300 mètres du seuil, qui correspond à une hauteur de franchissement de 52 pieds. Pour une piste de longueur entre 800 mètres et 1200 mètres, le point cible se situe à 250 mètres du seuil, qui correspond à une hauteur de franchissement de 42 pieds. Et pour une piste de moins de 800 mètres, le point cible se situe à 150 mètres du seuil, ce qui correspond à une hauteur de franchissement de 26 pieds. On constate que les normes de marquage au sol prévoient des hauteurs de franchissement du seuil différentes en fonction de la longueur de la piste. En réduisant la hauteur de franchissement du seuil, on réduit la distance d'atterrissage. Géométriquement, en réduisant la hauteur de franchissement de 50 pieds à 25 pieds, on réduit la distance d'atterrissage de 145 mètres. Et en extrapolant, on peut réduire la hauteur de franchissement du seuil à 0 pied, dans quel cas la distance d'atterrissage sera identique à la distance de roulage à l'atterrissage. On peut donc estimer la distance d'atterrissage avec franchissement du seuil à n'importe quelle hauteur entre 0 et 50 pieds par interpolation de ces deux chiffres. Le plan de descente finale, standard, est défini comme étant de 3 degrés. On peut débattre de l'adaptation de ce plan au monomoteur léger, capable de plans beaucoup plus forts et du fait qu'il serait préférable de prévoir un plan de descente plus fort en cas de problème de propulsion, comme le font les ULM. C'est un autre débat qui n'est pas le sujet ici. La réglementation sur les aérodromes, en particulier avec des pistes aux instruments, garantit une absence d'obstacles dans les trouées d'approche et d'envol, à condition de ne pas descendre en dessous du plan prévu, généralement 3 degrés, et franchir le seuil à la hauteur prévue. En d'autres termes, s'il y a un papy, ne pas descendre en dessous du plan matérialisé par le papy avant le seuil permet d'assurer sa sécurité jusqu'à une certaine distance du seuil. La hauteur de franchissement du seuil représente une marge de sécurité par rapport à l'environnement, et en aviation, on adore les marges de sécurité. Malgré tout, j'observe souvent des avions qui se posent sur le peigne, ou qui plongent sur la piste avant un seuil décalé, pour poser les roues sur le peigne, et je dois admettre l'avoir fait moi-même. Étudions le cas de ce Cessna 172,
qui a essayé de se poser sur la piste 17 de Northwest Regional Airport, près de Dallas en 2012. À l'époque de l'accident, la distance déclarée pour l'atterrissage était de 1045 mètres, ce qui est au moins 2 fois la distance d'atterrissage nécessaire d'après le tableau de performance du manuel de vol du Cessna 172N. Sur la vidéo, on voit l'avion passer très bas au-dessus de la barrière avant la route, avec une assiette légèrement positive, et il semble ensuite plonger vers le seuil de piste, ayant visiblement l'intention de se poser sur le peigne, et il heurte ce véhicule qui s'engage à ce moment-là. Abstraction faite de la voiture qui passait malencontreusement par là, un petit enfoncement dû à l'aérologie lui aurait fait accrocher la barrière blanche de l'autre côté de la route. Le franchissement du seuil à 50 pieds lui aurait permis de franchir la barrière avec une bonne marge. Il serait aussi passé au-dessus du véhicule sur la route et se serait posé à 300 mètres du seuil, ce qui lui aurait laissé encore 700 mètres pour s'arrêter. Depuis l'accident, le seuil a été décalé et les distances déclarées ont été réduites, afin de fournir une meilleure marge de franchissement d'obstacles. C'est effectivement ce à quoi sert un seuil décalé, mais cela n'est efficace que si le pilote joue le jeu et maintient un plan constant jusqu'à une hauteur de franchissement raisonnable du seuil. Si le pilote plonge vers le début du bitume et rase la piste jusqu'au seuil décalé pour y poser les roues, cela contrevient à l'effet recherché du seuil décalé. Un autre accident impliquant un Corvallis a eu lieu sur l'île de Vejle au Danemark. L'avion devait se poser sur une piste dont la longueur, 550 mètres, correspondait à peine à la distance de roulage sur bitume, avec une marge de sécurité de 30%, mais pas sur l'herbe, où le manuel de vol indique qu'il faut majorer d'un facteur 1,6, ce qui nous amène à 595 mètres de distance nécessaire à l'atterrissage. Le pilote, bien conscient de ce fait, savait qu'il fallait qu'il se pose au seuil et à faible vitesse. L'avion s'est enfoncé en finale, a heurté un rocher devant le seuil et a été déclaré irréparable par l'assurance. Cet accident illustre qu'il faut garder une marge de sécurité aussi bien avant la piste qu'en bout de piste. En même temps, l'énergie de l'avion est beaucoup plus importante au seuil de piste qu'en bout de piste, où on est au sol et la vitesse est moins importante, voire faible. Les risques de blessures corporelles et de dégâts matériels sont donc plus importants si on heurte un obstacle avant la piste qu'en cas de sortie de piste longitudinale. Un pilote qui n'est pas sûr de lui va malgré tout avoir tendance à rogner sur la hauteur de franchissement du seuil, alors que du point de vue de sécurité, le risque associé à une sortie longitudinale est plus faible. Il n'y a pas de réponse tranchée à la hauteur de franchissement du seuil, d'autant plus que plus la piste est courte, plus on va devoir réduire la hauteur de franchissement. Ce qui est important est, premièrement, de garder des marges de sécurité en termes de franchissement du seuil, aussi bien qu'en termes de longueur de piste disponible, et deuxièmement, déterminer où on va poser les roues et maintenir un plan constant jusqu'à l'arrondi. Si la piste est très courte, sans point cible, il faut prévoir avoir posé les roues dans le premier tiers de la piste, ce qui laisse 2 tiers de la piste pour s'arrêter, et voir si cela est compatible avec les distances déclarées et une marge de sécurité. Mieux vaut malgré tout ne pas se poser au seuil de piste, mais se préserver une certaine marge. D'après le tableau des performances à l'atterrissage du Columbia 400, par température ISA à la masse max d'atterrissage sans vent sur piste dure,
il lui faut 372 mètres de roulage au sol et une distance totale d'atterrissage avec franchissement du seuil à 50 pieds de 792 mètres. En comptant une marge de sécurité, il faut 1029 mètres. Cette distance est supérieure à la distance disponible de Dinant et Sokatz. Heureusement, le tableau permet aussi de calculer la distance d'atterrissage avec franchissement du seuil à 25 pieds, ce qui revient à 585 mètres ou 760 mètres avec 30% de marge de sécurité. Cela permet de se poser sur des pistes de 800 mètres comme Dinant ou Sokatz. Cela ne permet pas de se poser au Plessis-Belleville, dont la piste fait 698 mètres, ou à Belle-Île, dont la piste fait 660 mètres. Dans ce cas, soit on se dit que la piste est trop courte pour se poser, soit il faut réduire ses marges de sécurité avant ou en bout de piste, donc réduire la hauteur de franchissement du seuil à 5 mètres, par exemple, ou réduire le facteur de sécurité de 30%, ou une combinaison des deux. Il se trouve que la piste du Plessis-Belleville a un point cible situé à environ 90 mètres de chacun des deux seuils de piste, ce qui permet d'avoir un repère. Avant de commencer à rogner sur ces marges de sécurité pour que ça passe, il est important d'avoir confiance en sa capacité à reproduire les performances du manuel de vol avec constance. Cette confiance se construit dans le temps en appliquant systématiquement la même technique d'atterrissage et en mesurant ses performances. Arriver à toucher les roues systématiquement au même endroit à chaque atterrissage est probablement la meilleure mesure de performance. Le facteur le plus important pour éviter de flotter et raccourcir la distance d'atterrissage est de bien maîtriser la vitesse et adopter celle prévue par le manuel de vol, au plus tard au franchissement du seuil. À chaque atterrissage, il faut donc évaluer combien de temps on flotte au-dessus de la piste et éventuellement réévaluer sa vitesse d'approche. Le second facteur est d'adopter systématiquement la configuration prévue par le manuel de vol et faire chaque atterrissage de la même façon afin de s'habituer à la perspective et au comportement de l'avion à l'arrondi. En supposant que le même procédé donne le même résultat, la répétition du procédé doit mener à la perfection. Google Maps et Google Earth ont des outils qui permettent de mesurer sa performance, notamment de mesurer les distances au sol assez précisément. Si on prend un repère au toucher des roues, on peut ensuite utiliser Google Maps ou Google Earth pour mesurer la distance du seuil à laquelle on a touché les roues et où on s'est arrêté. Depuis la première parution de cette vidéo en mars 2021, un incident est survenu à Saint-Cyr-l'École en janvier 2024 où un DR400 en approche finale à la piste 11 gauche a percuté un camion passant sur l'autoroute A12. Dans son rapport, le BEA note que si l'avion avait été sur un plan de 3 degrés aboutissant au seuil de piste décalée, il aurait franchi l'autoroute à une hauteur de 16 mètres. En l'occurrence, il a franchi l'autoroute à 4 mètres de hauteur sur un plan qui aboutissait 200 mètres avant le seuil, ce qui indique qu'il était sur un plan de 1,7% ou environ 1 degré, donc très loin des 5,2% ou 3 degrés du plan standard et en plus avec un point d'aboutissement avant le seuil décalé. Cet incident illustre encore une fois l'importance de maintenir un plan minimum de 3 degrés et un point d'aboutissement qui est au-delà du seuil, même décalé. Le respect des vitesses d'approche du manuel de vol permet d'éviter de flotter excessivement à l'arrondi et donc d'avaler la piste. Un pilote qui adopte une vitesse excessive va avaler de la piste lors de l'arrondi et essaye souvent, lorsque la piste est courte, de compenser en prenant un plan faible ou en choisissant un point d'aboutissement
avant la piste pour éviter une sortie longitudinale. Lorsque je me pose en piste 23 à Pontoise, je franchis le seuil à 50 pieds, je pose les roues peu après le point cible et je dégage généralement par le taxiway Alpha qui se trouve à 842 mètres du seuil avec un freinage modéré sur une piste en descente. Les calculs de performance que j'ai présentés supposent un atterrissage au niveau de la mer avec une température de 15 degrés Celsius. Lorsqu'il fait chaud, il m'arrive de devoir remonter la piste pour dégager par alpha. En effet, par 30 degrés Celsius, le Columbia 400 a besoin de 853 mètres de piste, soit 60 mètres de plus qu'à 15 degrés Celsius. Nous arrivons au bout de cette présentation, mais avant de vous quitter, je voudrais récapituler les principales idées que je vous ai soumises. La première est que la hauteur de franchissement du seuil, bien que n'étant pas une contrainte légale, représente une marge de sécurité par rapport à d'éventuels obstacles dans la trouée d'approche. La seconde, c'est que un seuil décalé a une raison d'être, qui est d'augmenter la marge de franchissement d'obstacles qui ont été identifiés dans la trouée d'approche. Il est donc totalement contre-productif de plonger sur le début du bitume, le survoler à 1 mètre d'altitude, pour aller se poser comme une fleur sur le peigne. La troisième idée, c'est que la vitesse d'approche, la configuration de l'avion et la technique d'atterrissage décrite par le manuel de vol sont les conditions préalables à l'atteinte des distances d'atterrissage documentées dans le manuel de vol. Et finalement, prendre une marge de sécurité par rapport aux distances d'atterrissage du manuel de vol permet de compenser des conditions moins qu'idéales ou des imperfections dans la technique du pilote. Et comme vous avez vu, j'applique moi-même des marges de sécurité relativement importantes, de 30% notamment sur les distances d'atterrissage. Au cours de cette présentation, je n'ai pas une seule fois évoqué la remise de gaz, mais il est évident que si les choses ne se présentent pas comme on le souhaite, et surtout si la piste est courte, qu'on n'est pas à la bonne vitesse au seuil, qu'on arrondit trop haut ou pour toute autre raison, il faut faire une remise de gaz. Il est beaucoup plus difficile d'expliquer une sortie de piste ou tout autre accident à l'atterrissage que de faire une remise de gaz. Il m'arrive de faire des remises de gaz après avoir mal jugé une approche et j'aime autant dire que c'est largement préférable que d'expliquer un accident.